L'enseignement à l'Université Laval, donc, qui a commencé en 1970 et qui a duré jusqu'en 2002, alors que je suis passé au service de l'Université de Montréal, a donc été, comme j'ai dit, d'abord jalonné par ses engagements dans plusieurs enseignements, dont certains partagés, et surtout, bien sûr, dans un cours qui s'appelait Carte du monde, il a été appelé la Carte du monde, et puis sur le sud-est asiatique. Et puis de plus en plus un séminaire dont le nom a changé à plusieurs reprises, à une époque où c'était plus facile de changer l'intitulé d'un cours. Il ne fallait pas que ça soit soumis à 12 bureaucrates sur le campus. Qui était ce que on appellerait aujourd'hui géographie critique. Ça a été le nom d'ailleurs du séminaire que j'ai donné à l'Université de Montréal depuis que je suis ici. Donc, une géographie à la fois très large, grands horizons, régions du monde, mais aussi ensuite des enjeux de recherche dans le cadre des séminaires autour d'un groupe que j'ai formé par étapes, ou disons créé par étapes, non, formé, constitué par étapes. Dans un contexte où, je ne peux pas dire que j'avais une géographie dont je me réclamais plutôt que d'une autre. Beaucoup de géographie culturelle, sans doute, ce qu'on pourrait appeler l'école de Karl Sauer, géographie culturelle américaine, à une époque où j'ai partagé justement un cours pendant 5 ans, 7 ans, avec Paul Villeneuve, un collègue et ami qui, lui, faisait la géographie sociale et moi, je faisais la géographie culturelle. On partageait un cours qui s'appelle Introduction à la géographie sociale et culturelle. Bon, ça m'a amené à revenir sur des auteurs que j'avais connus pendant mes études, comme Joseph Spencer, qui a été d'ailleurs l'examinateur externe de ma thèse de doctorat à Singapour, parce que Singapour fonctionnait sur le système britannique, puis il y avait un examinateur externe à l'université, il y avait 3 autres examinateurs externes à l'extérieur du département. Ça avait été assez épique d'ailleurs comme processus d'achouinance. Donc, l'enseignement de la géographie culturelle, mais de plus en plus, ça me laissait un peu sur ma faim. Je trouvais pas ça assez critique, la géographie culturelle. Je me suis intéressé de plus en plus à ce qu'on appelle radical, la géographie les Américains appelaient la géographie radicale. Bon, j'ai relu sérieusement Marx, notamment avec Paul Villeneuve. On a lu ça en 2 couples, lui et son épouse, Hélène et moi. Winnie, l'épouse de Paul. J'ai un bon souvenir de ça parce qu'on était 4. Puis j'assure que les 3 têtes qu'il y avait devant moi étaient solides. Puis on lisait Marx, vous savez, c'est pas du San Antonio, là. C'est ni du Georges Simenon. Ça se lit 5 pages à l'heure, peut-être. Alors, on a lu ça ensemble, chapitre par chapitre. On se retrouvait un soir par semaine. J'ai un peu oublié, là. Mais ça a été très fécond, ça, parce qu'on n'a pas bachoté Marx. On a essayé de le comprendre. Je me rappelle d'avoir parlé aussi plus tard avec mon ami Bernard Bernier, qui est anthropologue à l'Université de Montréal. Mais à cette époque-là, c'était vraiment à Québec, entre nous. Et j'ai décidé de m'en servir dans mes séminaires. J'ai fait même un séminaire où je faisais lire Marx. Pertinence pour la géographie, j'ai essayé de montrer que oui, que c'était pertinent. Ça m'a amené dans des débats, d'ailleurs, des articles qui ont été écrits, que j'ai pondu. Il y a même un collègue français, Paul Claval, un géographe très prolifique, qui était aussi un ami, qui m'a lancé un défi une fois de démontrer... le défi, c'était comment se fait-il que la géographie des soviétiques n'utilise pas la pensée de Marx si c'est utile. Alors, j'avais relevé ce défi-là. Je me rappelle, je m'étais littéralement tapé la lecture de plusieurs dizaines d'articles parus dans la Soviet Geography and Translation, qui est une revue qui était publiée aux États-Unis, qui était, je pense, 4 numéros par année, sinon 1 par mois, parce que je vous parle de la fin des années 70, là. J'ai un peu oublié. Et où j'avais été photocopié, je pense, une centaine d'articles dans 10 années d'espèce d'échantillonnage, comme ça. Et j'avais tout lu ça pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait de marxiste dans la géographie marxiste. Dans la géographie soviétique, pardon. Il n'y en avait pas. Pas du tout. Alors, ça m'avait amené à dire, ben voilà, de toute façon, l'Union soviétique n'applique pas les principes du socialisme. L'Union soviétique, au contraire, trahit le socialisme. J'avais raison sur ce plan-là.
Et j'ai donc fait un papier qui s'appelait « La géographie soviétique est-elle révolutionnaire ?» et qui était paru dans la revue Hérodote, c'est une revue de géographie. J'avais été le présenter à un colloque tenu à Cambridge, un petit colloque du genre britannique confortable, là, dans un collège. On est 8 collègues, on est tous assis au coin du feu, puis on discute, puis on présente chacun. Puis on ne présente pas chacun son papier, c'est quelqu'un d'autre qui présente le papier. Puis nous, il faut qu'on se taise jusqu'à ce que l'autre a fini. En fait, c'est un géographe qui s'appelait Jacques Lévy, dont j'ai fait la connaissance, qui est aussi devenu un ami, qui l'avait présenté. Bon, il y avait Claval, justement, il y avait des géographes. David Harvey, qui est un géographe américain aujourd'hui très, très connu, le géographe marxiste par excellence, je pense. Très solide hein, dans tout ce qu'il écrit. En tout cas, c'est un incident, ça, mais c'est pas un incident, c'est un événement limité dans le temps et dans l'espace, mais c'est important. Le défi que je relève, je fais le papier, je le défends dans le cadre d'un petit séminaire, en réalité. Et éventuellement, je le soumets à Hérodote qui le publie. Et ça a animé le débat sur la pertinence du marxisme ou de la pensée marxiste en géographie. Et je me suis beaucoup impliqué là-dedans, dans la recherche en tout cas, au plan épistémologique, puis aussi dans mon enseignement dans les séminaires. Mais là, c'était vraiment... J'ai jamais fait d'enseignement du marxisme, surtout pas de dogmatisme. Là. Je faisais lire Marx, puis j'en discutais avec mes étudiants, ou des auteurs marxistes, pour voir jusqu'à quel point en géographie on peut s'en servir. Ce qu'on a fait dans certains travaux, ce que j'ai fait dans un certain nombre d'articles, dans un numéro des cahiers géographiques dont j'ai été responsable, j'oublie le titre, là, matérialiste historique en géographie. Là. Bon, mais tout ça pour dire que là, je parlais de mon enseignement, que ça a aussi été quelque chose qui a été intégré dans mon enseignement. Mais mes séminaires, et surtout ce groupe de recherche dont je parlais, que j'avais nommé le GREDIN, groupe de recherche sur l'espace, la dépendance et les inégalités, que j'avais monté en réaction amicale, je dis bien, à la création par mon copain Paul Villeneuve et un collègue qui s'appelait Dean Lauder, d'un groupe qui s'appelait le LASCAR, Laboratoire d'analyse spatiale et cartographie automatique régionale, quelque chose comme ça. À l'époque où les méthodes quantitatives étaient à la mode, je parle de la fin des années 70, début des années 80, ce qu'on appelle quantitative geography était en train de révolutionner la géographie à partir des États-Unis, et où donc mes collègues qui étaient de formation américaine, Paul avait fait son doctorat à l'Université de Washington, et Dean Lauder aussi. Mais donc, eux, ils faisaient ce qu'on j'appellerais, moi j'appelais de la géographie bourgeoise, à la mode, avec les méthodes quantitatives, puis nous, on faisait de la géographie critique. Ça a été toujours très serein. À l'époque, c'est important, ça. Et ces collègues-là, je me suis toujours bien entendu avec eux. Paul, je me souviens plus, on faisait encore un cours ensemble, mais peu importe. Et mes étudiants, donc, on avait un local à l'époque, toujours à peu près de 5 à 15 étudiants inscrits en thèse dans ce groupe-là, qui n'étaient pas tous dirigés par moi. Paul dirigeait certains de ces étudiants qui faisaient des recherches dites critiques ou radicales. Ça a été je pense, ça a été très important pour eux-mêmes, pour ces étudiants-là. Donc, quelques-uns sont d'ailleurs devenus profs. Puis, heureusement, pas juste ça. Ils ont fait des carrières autres, je ne les ai pas tous suivis. Mais ça m'a là aussi convaincu, rappelez-vous ce que j'ai déjà dit, de l'importance du point de vue critique. Et que ça, c'est pas quelque chose qu'on impose, c'est quelque chose auquel on initie. À lire de façon critique, à se servir d'écrits critiques pour relire d'autres choses, mais aussi à développer un sens critique à l'endroit de ce qu'on lit, bien sûr. Mais utiliser la littérature pour faire non seulement l'éloge du monde, ce que la géographie a toujours fait, mais aussi la critique du monde. La critique notamment des rapports sociaux, des inégalités, dans tous les niveaux. Bon, ça a été un truc important dans mon enseignement à Laval, puis bien sûr de plus en plus dans mes recherches. J'ai monté de plus en plus des projets de recherche sur des enjeux agraires. Je vais y revenir un peu plus tard. Ces recherches-là, c'est-à-dire ces années-là d'enseignement et de recherche à l'Université de Laval, je vais donc revenir sur le sujet des recherches parce que dès mon arrivée à Laval, j'ai monté un énorme projet sur la Révolution verte en Asie du Sud-Est, comparaison de l'impact de la Révolution verte au sein des paysans en Malaisie et en Indonésie. J'étais même allé à l'Université d'Hawaï pendant l'été 71 avec Hélène
poursuivre un cours intensif de 12 semaines en langue indonésienne. Ça aussi, c'était une expérience fabuleuse. Imaginez être à Honolulu, en fait, dans un petit appartement pas loin de la plage de Waikiki, à suivre 8 heures de cours d'indonésien pendant la journée, à rentrer en fin de journée sur la petite moto, parce que là aussi, on s'est acheté une moto, puis à faire 1 heure de surf, parce qu'on a appris à faire du surf, avec des planches qu'on a achetées, puis bachoter pendant 2-3 heures pour le cours du lendemain. Bon, alors après, surf and play and study. C'était 12 semaines avec des sorties les fins de semaine avec un des gars qui suivait le cours d'indonésien qui était pilote. On mettait notre argent ensemble à 8 parce qu'on était, je ne sais plus, 7-8 à suivre le cours. Il y en avait plus au début, mais c'était quand même intense, hein, qu'ils avaient abandonné. Et on louait un avion, puis lui, il nous pilotait. On allait à la Big Island, à Hawaï, à Kauai, mais il faisait 2 allers-retours, évidemment. Bon, c'est anecdotique, mais encore une fois, même si on était là pour étudier, puis c'était vraiment, vous savez, 8 heures par jour, là, 40 heures par semaine de cours et de laboratoire, plus 2-3 heures d'études par jour, et en même temps, découvrir. Entre autres qu'à Hawaï, c'est parmi les paysages les plus fabuleux de la planète. Ça, je n'ai pas changé d'idée depuis lors. Je suis retourné seulement une fois, mais j'ai été vraiment impressionné. Là aussi, la géographie culturelle d'Hawaï, l'histoire des migrations, enfin, bien sûr, les Polynésiens, les Hawaïens proprement dit, mais aussi, bien sûr, les migrations philippines, japonaises et occidentales, américaines. Il y a toute une histoire. J'en ai profité pour lire là-dessus pendant que j'étais là. Puis l'histoire des plantations. Je m'intéressais Alors là, j'ai lu tout plein sur les plantations, l'histoire des plantations d'ananas à Hawaï. Bon, en tout cas, bon, bref. L'enseignement Laval, ça s'est accompagné aussi par des invitations à enseigner ailleurs. Bon, une fois à Paris, une fois à Genève, une fois en Chine, à Shanghai, comme professeur invité, toujours soit pendant les années sabbatiques, soit au début de l'été. En Europe, les cours durent jusqu'en juin. Au Québec, ça se termine fin avril. Alors, à Paris, je vais être enseigné en mai-juin, à Genève aussi, je crois. C'est dans les années 80. Et bon, ça aussi, c'est un bon exercice d'enseigner ailleurs que devant un public culturellement familier. À un moment donné, quand on enseigne au Québec pendant des décennies, ben, on a des réflexes devant un auditoire. Quand on est devant un auditoire suisse, un auditoire français ou un auditoire chinois, parce que j'ai fait enseigner pendant un trimestre d'année sabbatique à Shanghai, dans une université d'études internationales, mon cours de carte du monde, en français, parce que ces étudiants-là étaient dans le département de français d'études de cette université-là. C'était une expérience fabuleuse, d'autant plus que j'avais négocié qu'on me permette d'aller faire des enquêtes dans les campagnes chinoises de toutes les fins de semaine, à une époque cruciale, 1983. Donc, cette période de Laval, 70-2002, au cours de laquelle, donc, je mets le paquet sur l'enseignement, j'ai vraiment, honnêtement, je peux pas dire ça, mais j'ai mis, ces années-là, je mettais facilement 30 à 40 heures par semaine à préparer mes cours. Alors, je rentrais en cours, puis j'étais prêt. J'avais généralement pas de notes, puis ça m'a été utile. Notamment pour quand j'ai enseigné à la télé, je n'avais pas de notes. Mais aussi, ça m'a convaincu combien de faire de la recherche, c'était fécond pour enseigner et vice-versa. Hein, en ce sens que quand on enseigne, on se pose des questions. Quand on enseigne, on se dit, bon, mais au fond, je ne suis pas capable d'expliquer ça, ce truc-là. Là. Je suis en train d'aborder un sujet, mais au fond, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Là? Alors, il faut que j'aille lire, il faut que j'aille voir. Parce que moi, je suis assez thomiste dans le sens du premier Saint Thomas. Là. Il faut que je touche, il faut que j'aille voir comment c'est. Et il y a beaucoup de décisions de recherche que j'ai prises, de choix d'objets de recherche que j'ai prises, parce qu'en enseignant, je me disais, ben oui, mais je ne suis pas capable d'enseigner ça, ce truc-là. Il faut que j'aille voir. Notamment, par exemple, les théories sur la division des innovations. Alors, la division des innovations, hein, il y a toutes sortes, je ne serai pas là-dedans, là, mais en géographie culturelle, il y a une littérature qui explique que ça s'explique pour facilité culturelle, il y a des conditions selon lesquelles les innovations vont bien ou vont mal se diffuser en fonction des connaissances linguistiques, l'éducation ou l'absence d'éducation. Et bon, il y a aussi autre chose, les catégories sociales. Et dans les recherches que je menais déjà, là, je vais y revenir, ça, de façon plus appuyée,
ce que j'enseignais, je me disais, bon, mais je ne suis pas capable d'enseigner ça, je n'ai pas été voir comment ça marche, la diffusion des innovations au sein des riziculteurs sud-est asiatiques. Comment apprennent-ils à utiliser les engrais? Comment apprennent-ils à utiliser les tracteurs, l'irrigation et tout ça? Et inversement, enseigner oblige à poser des questions, parce qu'en fait, là, quand on enseigne, on pose des questions, puis on incite notre auditoire, nos étudiants, appelons ça comme on veut, à se poser des questions. Parce que si on enseigne ex cathedra, c'est ridicule. Il faut aussi semer le doute, ou en tout cas semer la curiosité, ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Et quand on fait des recherches, on se dit, mais oui, mais il faut que j'enseigne là-dessus. Et là, je commence à comprendre ce que c'est que les classes sociales. Là, je commence à comprendre comment ça fonctionne, les rapports sociaux dans une communauté de riziculteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur de plantation? Les rapports ethniques entre les communautés ethniques. C'est très marqué dans le sud-est asiatique, entre Malais, Chinois et tout. Il faut que j'explique ça dans mes cours. Il faut que j'enseigne. Alors, ça aussi, c'est quelque chose que mon enseignement m'a appris. Que on peut concevoir de faire des recherches qui ne vont pas féconder notre enseignement, mais ce serait un peu malheureux, comme on peut concevoir enseigner de façon tout à fait séparée de la recherche et vice-versa. Bon, bref. Donc, je pense que j'ai essayé pendant toutes les années où j'ai enseigné, parce qu'au total, ça aura fait 46, parce qu'il y en aura eu 14 après à Montréal, de retenir ça. Que si je veux être convaincant, parce qu'il faut être convaincant quand on enseigne. Je ne dis pas, encore une fois, qu'il s'agit de convaincre définitivement, mais il faut être convaincu, plus exactement. Et pour être convaincu, il faut s'être impliqué dans la recherche de la connaissance. Pas juste la transmettre. Il faut y participer. Je n'aime pas ça dire participer à la création de la connaissance, mais enfin, je pense que c'est un peu ça. Ou du savoir, ou des connaissances sur tel ou tel sujet. Plus on s'implique dans la recherche, plus on joue le jeu de la mise en cause de la validité des recherches qu'on fait auprès de la communauté scientifique, par les publications, par les échanges, par les colloques, par les séminaires, je reviendrai à tout ça, plus, me semble-t-il, on peut être un enseignant efficace. Et ça a toujours été une préoccupation pour moi. J'ai toujours eu le souvenir de cours plates, de cours ennuyeux, et je me suis toujours promis, il ne faut pas que je le sois. C'est pas possible d'avoir 20, 30, 50, 200 étudiants devant soi, puis les ennuyer. C'est pas possible, on n'a pas le droit, c'est trahir son métier. Et j'ai essayé modestement de le retenir. À chaque fois que je suis entré dans une salle pour enseigner, à chaque fois que j'ai donné une conférence, à chaque fois que j'ai fait un séminaire, à chaque fois que j'ai participé à un colloque, il ne faut pas que je sois ennuyeux. Ce n'est pas le principal, mais il faut que ce que je le dise de façon dynamique, que je le dise de façon sinon convaincante, que les gens retiennent, puis ils se posent des questions, puis ils veulent aller plus loin, et non pas qu'ils ferment le cartable, disent « c'est fini, ce cours-là était plate, on n'y revient plus ».